Me permettre de commencer, étant donné ça continue à rentrer encore tranquillement, mais je pense que la plupart des personnes qui souhaitaient se joindre sont probablement parmi nous en ce moment. Donc, bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Geneviève Pagé, je suis professeure titulaire en travail social à l'Université du Québec en Outaouais et je dirige également une équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire du cocon adoption. Donc, le cocon adoption, pour peut-être celles et ceux qui ne les connaissent pas encore tout à fait très bien, sont un comité de concertation en adoption, donc qui regroupe 5 organismes, le Mouvement Retrouvailles, l'Association Emmanuel, l'Association des parents adoptants du Québec, l'Hybridé, et aussi depuis plus récemment la Coalition des familles LGBT+. Plus. Et c'est un comité qui est coordonné aussi par la COFAC. Et donc, c'est un comité dont je fais partie également, l'équipe de recherche. On est partenaire avec ce comité de concertation. Donc, c'est ce qui fait en sorte là, que je suis avec vous pour animer ce webinaire. J'ai avec moi Isabelle Martin, donc que vous voyez aussi à l'écran. Isabelle est Bonjour. directrice. Bonjour Isabelle. Elle est directrice des services professionnels et analystes pour une firme qui s'appelle l'Observateur. Donc, c'est principalement elle qui va vous présenter aujourd'hui les résultats d'un sondage. Sondage, en fait, qui a été demandé par le Cocon Adoption. En fait, au début du regroupement là, des organismes qui ont fondé le Cocon, euh, il avait été décidé dans leurs premières activités donc de faire un premier sondage populationnel qui a été mené à l'été 2020 pour sonder vraiment la population par rapport aux perceptions que les gens ont au Québec par rapport à l'adoption. Euh, Étant donné que ça fait 5 ans maintenant, et puis étant donné quand même qu'il y a eu différents éléments qui sont arrivés au Québec là, par rapport, qui peuvent avoir eu une influence un peu là, sur les perceptions, notamment pour ne nommer par exemple que la commission Laurent qui a déposé son rapport, l'arrivée d'une nouvelle DPJ nationale aussi avec Madame Hill. Il y a eu différents changements aussi d'orientation par rapport à l'adoption aussi au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis, évidemment, certaines actualités aussi qui ont pu concerner de près ou de loin l'adoption et puis la DPJ. Donc, tout ça faisait en sorte que le Cocon trouvait important de pouvoir refaire un sondage, revoir au niveau, en posant un peu les mêmes questions, mais en ayant aussi quelques questions supplémentaires là, que Isabelle va nous présenter pour reprendre le pouls. Puis en même temps, dans un sondage populationnel aussi, c'est bien de refaire à intervalles réguliers les mêmes de reposer les mêmes questions pour voir un peu justement l'évolution des tendances dans la population. Alors, nous allons procéder ainsi. Alors, je vais bientôt donner la parole à Isabelle pour qu'elle puisse vous présenter les principaux résultats de ce sondage. Comme vous avez pu le voir, je crois, dans l'invitation qui vous avait été envoyée, et comme vous le voyez en vous branchant aussi la conférence, elle est enregistrée. Donc, l'enregistrement sera disponible aussi sur le site du Cocon Adoption. Le rapport du sondage sera également disponible après la présentation. Euh, je vais aussi, Isabelle et moi allons quand même nous parler pendant la présentation. En fait, à la fin de chaque bloc, Isabelle va aussi me donner la parole pour que je puisse compléter avec certaines informations concernant la recherche en adoption, qu'est-ce qu'on sait aussi du côté de la recherche scientifique. Et tout ça pour une période d'à peu près une cinquantaine de minutes. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation. On a avec nous Joanne, que vous ne voyez pas, mais qui va s'affairer à lire et classer vos questions. On aura une période de questions à la suite de la présentation, donc on pourra lire puis échanger par rapport à vos questions. Si jamais il y avait des petites choses techniques pendant la présentation, des informations concernant les données, on pourra prendre le temps d'y répondre pendant la présentation, mais sachez qu'on va quand même garder la majorité de vos questions pour la fin, donc ne soyez pas inquiets, on ne vous oublie pas. Et ensuite, à la fin, il y a aussi Marie Simard qui coordonne le Cocon Adoption qui pourra prendre la parole pour un mot de la fin, là, en fait, tout de suite avant la période de questions.
Donc, on est ensemble pour à peu près la prochaine heure, heure et quart. Alors, je pense que, en fait, sans plus tarder, je vais te On laisser la y va. parole, Isabelle, et puis je vais te laisser partager l'écran. Donc, laissez-moi quelques instants pour aller mettre la présentation en partage ici et en grand plan. Voilà, voilà. Alors, merci tout le monde d'avoir accepté cette invitation et je suis vraiment contente de pouvoir partager avec vous les résultats de ce sondage qui a été réalisé auprès des Québécoises et des Québécois à propos de leur perception puis de leur compréhension de l'adoption. En fait, comme Geneviève vous l'expliquait il y a quelques instants, nous avons fait la réplique d'une étude qui a été réalisée en fait il y a 5 ans, en août 2020, où on a utilisé exactement le même questionnaire, les mêmes énoncés, dans l'objectif de suivre l'évolution des perceptions puis de la compréhension de la pratique de l'adoption au Québec durant une période de 5 ans. En 2025, cette année, 1098 répondants ont participé à l'exercice pour une marge globale de 3%, 19 fois sur 20. Il y a 5 ans, c'était 1000 répondants qui avaient participé pour la même marge d'erreur. Et en fait, c'est un sondage qui a été conduit en ligne auprès de notre communauté web chez l'Observateur. Et dans le plan de traitement, de la même manière que ça a été fait en 2020 qu'en 2025, nous avons pondéré pour avoir des proportions réelles des citoyens selon l'âge et le genre, parce que c'est deux variables socio-démographiques qu'on tenait à mettre en lumière ici, parce qu'il y a il y a des beaux croisements. Ainsi, le questionnaire qui avait été élaboré il y a 5 ans puis qu'on a réutilisé cette année était divisé en 4 grands thèmes, soit être concerné par l'adoption, être parent adoptant, être adopté et être parent biologique d'un enfant adopté. Donc, pour ces 4 grands thèmes, on va pouvoir suivre l'évolution des perceptions. Cette année, la nouveauté en 2025, on a rajouté un segment où on traite des grandes questions de l'adoption dans l'actualité. Donc, premier segment, être concerné par l'adoption. Alors, en 2025, on voit qu'il y a une personne sur 5 qui est concernée de proche par l'adoption, soit 18%. Dans ce groupe-là, on rassemble les gens qui sont adoptés, les gens qui sont des parents adoptants, les parents d'origine. Donc ici, on a notre triade. On rajoute aussi dans ce groupe-là un membre de la famille qui est touché de près par l'adoption et un membre, oui, donc un membre de la famille immédiate. Donc, c'est les gens qu'on a catégorisés comme étant concernés de proche. Ensuite, si on élargit, on constate qu'il y a une personne sur deux qui a dans son entourage proche ou dans sa famille euh, quelqu'un qui est adopté, qui est parent adoptant ou qui est un parent d'origine, donc la triade, une personne sur deux. Et lorsqu'on agrandit encore plus le cercle, on constate que 2 personnes sur 3 est touchée de près ou de loin par la réalité de l'adoption. Ici, on a agrandi encore plus le cercle en
en incorporant tous ceux qui ont une connaissance même éloignée de quelqu'un qui est touché par l'adoption. Alors, à l'inverse, dans la population, il y aura seulement environ le tiers des gens qui ne se sentent pas concernés du tout. Puis aussi, quelque chose que je tiens à faire remarquer, si on compare avec 2020, c'est qu'on voit que les proportions sont sensiblement les mêmes depuis 5 ans. Donc, c'est une façon de valider que notre échantillon part sur des bonnes bases de comparaison ici. Et dans ce segment-là, on a posé aussi deux autres questions à nos répondants, soit dans quelle mesure ces énoncés correspondent-ils à votre situation? Je connais l'adoption et ses principaux enjeux. Dans la population, environ 3 personnes sur 10 se disent connaître les principaux enjeux de l'adoption. Et ce chiffre-là était à 33% il y a 5 ans. Donc, aussi, si je fais un petit retour sur l'introduction à la méthodologie, je parlais d'une marge d'erreur de plus ou moins 3% étant donné qu'on a un échantillon de 1 000 personnes. Donc, pour un peu faire une règle générale sur qu'est-ce qui est significatif ou non, c'est on va prendre qu'est-ce qui est significatif lorsque l'écart est supérieur aux 3% de notre marge d'erreur. Donc, ici, étant donné qu'on a un écart de 3%, bien, on se dirait qu'on est limite sur la marge d'erreur, donc il n'y a pas vraiment nécessairement de différence significative entre la perception d'aujourd'hui et qu'il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Je connais l'adoption et ses principaux enjeux, 30%. En 2025, on note une différence chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, c'est 20% qui ont répondu connaître l'adoption. Donc, on a quand même une différence de 10% ici. Et le prochain énoncé, j'aimerais en savoir plus sur l'adoption et ses enjeux. 34% ici voudraient en savoir davantage. C'était équivalent il y a 5 ans. Et on remarque en 2025 que ce chiffre-là monte à 41% des femmes qui aimeraient en savoir plus et à 51% des jeunes qui disent désirer en savoir plus. Les jeunes ici, je parle des 18-34 ans, qui est quand même une belle ouverture pour parler davantage de l'adoption. Donc, Geneviève, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ici? Ben, merci. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a des différences comme ça entre les genres et puis en fonction des groupes d'âge. Moi, je voulais réagir peut-être davantage aux premières informations que tu as présentées, donc par rapport à qui sont les personnes adoptées, les parents adoptifs, et aussi, ben, en fait, ce que j'ai comme information, c'est principalement par rapport à ces deux catégories-là. Euh, je compare ça en fait à un sondage qui a été réalisé plus largement au Canada, puis aux États-Unis aussi. C'est la Dave Thomas Foundation for Adoption qui, eux aussi, font ce genre d'exercice-là aux 5 ans, donc de sondage populationnel. Le dernier qu'ils ont fait a été publié en 2022. Les gens avaient été sondés donc en 2021. Et ce qu'on constate dans ce sondage-là, c'est que chez en fait, les personnes qui s'identifient comme étant adoptées, on a des pourcentages plus élevés. Donc, on est à 9% chez les Canadiens, puis 8% chez les Américains. Ce qui est quand même, tu me corrigeras si je me trompe, Isabelle, mais ce qui est quand même une différence là, par rapport à ce qu'on constate ici au Ouais, Québec. on est dans la Euh, limite supérieure. Oui, oui, en effet. c'est ça.
Donc, il y aurait un peu plus de personnes adoptées dans la population générale ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Et en termes de gens qui disent avoir adopté, donc être des parents adoptants, c'est 5% chez les Canadiens. Donc, c'est quand même relativement similaire. Et 7% chez les Américains. Donc là, quand même un pourcentage plus élevé que ce qu'on retrouve ici au Québec. Euh, Ce serait évidemment, les sondages ne nous disent pas nécessairement pourquoi on observe ces différences-là, hein. Mais on peut quand même émettre certaines hypothèses. D'une part, ailleurs au Canada et puis aux États-Unis, il y a ce qu'on on peut en fait faire de l'adoption sur le plan privé, donc c'est-à-dire sans impliquer l'État ou les tribunaux dans le contexte de l'adoption. Et donc, le fait que l'adoption privée soit possible, peut-être pourrait expliquer en partie, en tout cas, qu'on observe plus d'adoptions ou plus de gens adoptés. Il y a aussi le fait que les adoptions en protection de la jeunesse, particulièrement aux États-Unis, euh, concernent des nombres plus élevés d'enfants parce qu'on fait adopter aussi des enfants beaucoup plus âgés que ce qu'on observe ici au Québec. Au Québec, on a tendance à plutôt faire adopter de jeunes enfants, là, des enfants qui sont retirés de leur milieu quand même à un jeune âge. Eux pourront être orientés des fois vers un projet d'adoption quand ça répond à leurs besoins. Mais on observe moins, en fait, d'adoption là, chez nos enfants plus âgés au Québec. Donc ça, peut-être que ça peut aussi expliquer la différence qu'il y aurait entre les deux. Super, super intéressant, Geneviève, de, d'en savoir plus sur les différences. Maintenant, deuxième segment, être parent adoptant. Ici, nous avons proposé aux répondants des énoncés relatives aux parents adoptants. La première étant, les parents adoptants font face à de plus grands défis que les parents biologiques. 71% des répondants pensent ainsi. C'était 66% il y a 5 ans. Donc, on voit une avancée de 5%, donc qui est quand même significative sur une avancée de la perception où plus de personnes aujourd'hui, un peu plus, croient que les parents adoptants font face à de plus grands défis. Et concernant ce résultat-là, on voit, encore une fois, nos plus jeunes euh, pensent cette perception-là avec plus d'appui car ils sont 80% des 18-34 ans à penser que c'est un plus grand défi à être un parent adoptant. La suivante, les parents adoptants font preuve de courage. 8%, pas 8%, 8 personnes sur 10 pensent ainsi, soit 80%. On voit une petite avancée parce qu'il y a 5 ans, la proportion était à 76%. Et ici, c'est pareil, c'est à peu près la même proportion selon l'âge et selon le genre. Cependant, les gens qui sont concernés de proches par l'adoption, soit notre triade plus quelqu'un qui est membre de la famille de la triade, eux vont penser moins fortement cet énoncé-là à 70%. Et aussi, le prochain énoncé, les parents qui adoptent le font avant tout pour combler un besoin personnel. C'est 45% des répondants qui pensent ainsi en 2025 et c'était 52% en 2020. Donc, encore une fois, on voit un léger recul de cette perception-là. Et encore une fois, il est encore plus marqué selon l'âge, car seulement 30% des jeunes vont penser que les parents adoptent pour combler un besoin personnel et 52% des plus de 55 ans vont penser ainsi aussi. Donc, ici, les différences ne sont pas immenses.
Mais c'est important de rappeler que les mentalités aussi, ça change lentement. Euh, En effet. Et dernier point, les parents adoptants sont les vrais parents de l'enfant adopté. Alors, 68% des répondants le pensent, que ça soit en 2025 ou en 2020, cette donnée-là est restée stable dans le temps. Alors, à toi la parole, Geneviève. Oui, ben en fait, ce qu'on remarque au niveau de la recherche scientifique en général, là, je dirais, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est il y a quand même certaines études qui ont été réalisées au Québec en fait sur l'adoption. Il y a des études qui ont été faites peut-être plus au début des années 2000 en lien avec les familles qui adoptent à l'international, par exemple. J'en ai trouvé aussi par rapport à l'adoption locale. Mais c'est ça, c'est des études qui datent là, quand même maintenant de 20-25 ans. Donc, la situation a quand même beaucoup évolué depuis. Fait que c'est plus difficile là, de se positionner par rapport à ce qui se passe maintenant. Tu sais, quel est le portrait des parents adoptants au Québec maintenant? On a quand même une étude là, qui va être qui est en train d'être finalisée, là, puis pour laquelle on aura des résultats par rapport à l'adoption québécoise, mais à partir du printemps prochain, donc restez à l'affût. Mais ce que je peux dire par contre, c'est ça par rapport aux connaissances générales, donc les études qui ont été faites par exemple aux États-Unis, au Canada, on identifie pas nécessairement que les parents adoptants vont avoir des plus grands défis, mais c'est clair qu'ils ont des défis différents par rapport aux parents biologiques. On identifie comme des défis supplémentaires, si on veut, là, qui sont liés aux caractéristiques de l'adoption. Là. Donc, c'est sûr que pour un parent adoptant, c'est un défi supplémentaire d'avoir à accueillir un enfant qui a nécessairement là, un bagage avec lui avant d'arriver dans la famille, dépendamment de l'âge à laquelle il arrive aussi. Euh, qui peut avoir vécu différents milieux, qui peut avoir vécu de la négligence ou de la maltraitance avant aussi. Et tout ça, donc, nécessairement peut affecter aussi ses comportements, sa capacité à s'attacher, peut amener des troubles aussi au niveau de la santé physique et mentale. Donc, nécessairement, c'est des enjeux avec lesquels les parents adoptants doivent composer. Puis, tout dépendamment aussi de l'information qu'ils ont par rapport à comment ces enfants-là étaient avant. Euh, donc, nécessairement, des fois, on ne sait pas tout non plus de l'histoire de l'enfant. Donc, des fois, ça peut être difficile là, de gérer certaines situations quand on ne sait pas trop quelle est l'origine un peu là, du problème. Euh, c'est sûr aussi que le parent qui adopte a quand même un défi aussi par rapport à créer un lien avec l'enfant qui va accueillir pour adoption. Ça peut se faire très facilement ou naturellement dans certaines circonstances, des fois plus difficilement dans d'autres circonstances. Donc, ça dépend. Nécessairement, on doit se baser ce lien-là, en fait, sur autre chose que les liens du sang. Donc, nécessairement, une construction de lien qui est différente par rapport à un parent biologique. Puis aussi, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, ben, il y a toutes sortes de défis qui peuvent se présenter. On entend parfois parler là, de la construction identitaire aussi chez les jeunes adoptés. Il y a quand même des éléments de plus là, dans la construction identitaire par rapport au fait de connaître ses origines, par rapport au fait de comprendre aussi dans quelles circonstances on a été adopté. Donc, le parent doit accompagner son enfant dans toutes ces tâches-là. Donc, c'est sûr que ça peut amener effectivement des défis supplémentaires. Euh, Sinon, l'autre chose à laquelle je voulais réagir aussi, quand on dit, bon, les parents qui adoptent le font avant tout pour combler un besoin personnel, on a quand même beaucoup d'informations dans la recherche scientifique par rapport aux motivations pour adopter. Et c'est sûr que oui, ça ressort comme étant une des motivations potentielles, le fait de vouloir combler un besoin personnel, de vouloir devenir parent. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui vont vers l'adoption dans l'optique où des fois ils sont pas capables de concevoir des enfants naturellement. Donc l'adoption devient une alternative à ce moment-là pour soit devenir parent ou pour compléter une famille, par exemple. Donc, oui, c'est sûr que ça fait partie des motivations, mais c'est pas que celle-là qu'on identifie dans la recherche, là.
On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui vont vers l'adoption dans une visée peut-être un petit peu plus altruiste, en voulant aider un enfant dans le besoin, en étant conscient, par exemple, qu'il y a des pénuries de familles d'accueil dans nos différentes régions. Des fois, on entend des appels pour des familles d'accueil banque mixte, par exemple. Donc là, les gens vont se porter volontaires, vont considérer l'adoption dans des situations comme celle-là. Puis on voit aussi qu'une chose qui influence beaucoup la motivation à adopter, c'est quand on connaît déjà quelqu'un, soit dans notre entourage proche ou quand même pas très éloigné, là, mais qui a été adopté ou qui est passé par le système de protection, des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça devient un moteur, en fait, là, pour motiver les gens à adopter. Puis ces motivations-là, en fait, sont pas nécessairement mutuellement exclusives, c'est-à-dire qu'une même personne peut avoir plusieurs types de motivations là, pour choisir d'adopter un enfant. Donc, c'est quand même intéressant aussi. Oui, tout à fait. Prochain segment, être adopté, c'est-à-dire les caractéristiques perçues des personnes adoptées. Donc, le premier énoncé soumis dans ce bloc-là est les personnes adoptées sont des personnes privilégiées. Ici, une personne sur trois pense ainsi en 2025. Elles étaient 4 personnes sur 10 il y a 5 ans. Donc, on voit un recul ici de cette perception-là. Et aussi, encore une fois, chez les jeunes, les 18-34 ans, c'est seulement 17% des jeunes qui croient que les personnes adoptées sont des personnes privilégiées. Donc, on sent une plus grande sensibilité chez les plus jeunes par rapport au sujet. Ensuite, être une personne adoptée impose des défis particuliers sur le plan psychologique et affectif. Ici, 77% des gens pensent ainsi en 2025. C'était la même proportion, grosso modo, il y a 5 ans. Et aussi, c'est un droit pour les personnes adoptées d'avoir accès à leur origine. Ici, plus de 8 personnes sur 10 le pensent en 2025 et le pensaient aussi en 2020. Puis, par rapport aux défis, attendez. Oui, c'est ça par rapport aux personnes privilégiées, je voulais vous donner une statistique de plus que je trouve intéressante. Ici, je vous disais qu'il y avait 17% des jeunes 18 à 34 ans qui pensaient ainsi. Et de façon différente, les gens qui sont concernés de près par l'adoption sont 41% à penser que les personnes adoptées sont des personnes privilégiées. Donc, lorsqu'on est plus jeune, on est moins en accord avec cette perception-là. Lorsqu'on est une personne concernée de près, on appuie davantage cette perception. Donc, voilà. Merci. C'est à toi, Geneviève. Merci, Isabelle. Euh, Ici, en fait, moi, je voulais peut-être porter une attention plus particulière au deuxième énoncé. Donc, être une personne adoptée impose des défis particuliers là, sur le plan psychologique et affectif. Je pense que quand on regarde la recherche en adoption, là, encore une fois, de façon générale, euh, ça fait quand même plusieurs décennies, en fait, là, qu'il y a des études qui se font auprès des populations là, de personnes adoptées. Puis c'est sûr que souvent, comme dans beaucoup d'autres sujets, ça fait partie un peu des premières questions qu'on se pose en recherche. Hein. Est-ce que les personnes adoptées par rapport à la population générale, est-ce qu'ils vivent plus de difficultés, plus d'enjeux? Et donc, il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, puis depuis quand même assez longtemps. Euh, Ce qu'on observe dans le fond, c'est que il y a quand même, tu sais, oui, c'est vrai dans plusieurs études, on va noter que les personnes adoptées, quand on les compare avec des personnes qui ne sont pas adoptées,
peuvent présenter plus de difficultés, puis ça à différents niveaux, que ce soit au plan psychologique, effectivement, donc des fois au niveau de problématiques de santé mentale, par exemple, certains troubles psychiatriques. On voit aussi certaines difficultés d'adaptation, des fois en proportion plus élevée là, chez les personnes adoptées. Que ce soit autant au plan de externalisé, donc des troubles de comportement, par exemple, ou encore au plan internalisé, donc des difficultés, dépression, anxiété, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que oui, dans beaucoup d'études, on va noter qu'il y a davantage de défis. Mais en même temps, il y a des nuances qui sont intéressantes et importantes, je pense, à amener aussi, parce qu'il y a quand même certaines études qui vont souligner que on observe des différences selon, par exemple, l'âge à laquelle l'enfant arrive dans sa famille adoptive. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que plus l'enfant est jeune, et là, il y a peut-être moins de risques à ce moment-là que de développer certaines difficultés. Euh, Ce qui fait quand même un certain sens aussi, parce qu'on peut penser que si l'enfant arrive plus tardivement dans sa famille adoptive, ben ça veut dire qu'il y a un potentiel qui a vécu aussi plus d'adversité avant d'arriver dans sa famille adoptive, avant d'être stabilisé donc dans sa famille pour qui deviendra sa famille pour la vie. Donc nécessairement ça peut jouer sur après ça aussi toutes les difficultés d'adaptation qu'on observe par la suite. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire attention à comment on interprète aussi les résultats des études, puis de pas simplement s'arrêter à oui, ces gens-là ont peut-être plus de difficultés, mais en même temps, il faut aussi comprendre pourquoi c'est potentiel qu'effectivement il y ait plus de difficultés. Oui. Et Euh, c'est une perception, ça reste une perception du grand public. Ce Tout n'est à fait, pas tout à nécessairement fait. la réalité. Non, tout à fait, mais on voit quand même donc dans les études qui sont faites auprès de ces populations-là qu'il y a il y a un certain fond de vérité par rapport à cette perception-là, mais c'est ça, c'est important d'en tenir compte avec toutes les nuances possibles. Puis, on voit aussi une surreprésentation des personnes adoptées dans les populations cliniques. Donc, ça veut dire les gens qui vont aller consulter pour avoir des services psychosociaux ou psychiatriques. Mais ce qu'on note aussi, c'est que on note aussi une plus grande propension chez les parents adoptants d'avoir recours à ces services-là pour leurs enfants. Donc, est-ce que la surreprésentation s'explique juste par le fait que ces enfants-là ont plus de problèmes? C'est peut-être une partie de la réponse, mais il y a peut-être une autre partie aussi qui est dans le fait que c'est des parents qui sont aussi plus actifs généralement là, à aller chercher des services pour leurs enfants Pour aussi. aider. Ouais. Maintenant, passons au segment être parent biologique d'un enfant adopté ou être le parent d'origine. Donc, maintenant, par rapport à l'énoncé suivant, il est acceptable de rendre un enfant disponible à l'adoption lorsque ses parents font preuve de négligence, de maltraitance ou lorsque l'État a jugé leur capacité parentale inadéquate. Ici, que ce soit en 2020 ou en 2025, plus de 8 personnes sur 10 sont d'accord avec cet énoncé-là. Qu'est-ce qu'on remarque? Toutefois, c'est un recul significatif de 6% de cette perception-là. Et aussi, on voit chez les jeunes, c'est bien chez les jeunes ici. Non, c'est les jeunes, les gens qui sont concernés de près le pensent à 88%. La population le pense à 81% en recul. Ensuite, le prochain énoncé, c'est il est acceptable que des parents qui n'ont pas les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur enfant décident de le confier en adoption. Ici, en 2025, c'est 2 personnes sur 3 qui pensent ainsi. C'était sensiblement la même chose en 2020, 64%. Or, lorsqu'on compare ces deux énoncés-là, puis qu'on
les remet dans le contexte de la commission Laurent, on peut noter peut-être que les gens sont un peu plus sensibles à l'intervention de l'État et peut-être que certains nous disent qu'ils sont davantage d'accord à ce que les parents d'origine puissent être davantage en action dans le processus. Ici, c'est de la manière que j'interprète ces variations dans les deux énoncés. Et le troisième, peu importe les circonstances, il est préférable qu'un enfant puisse demeurer dans sa famille biologique plutôt que d'être adopté. Là, ici, on voit que la quasi-majorité des gens sont d'accord pour qu'un enfant dans un milieu malsain soit retiré. C'est peut-être un peu dans la délicatesse de le faire ici que la pensée, que la perception a évolué. Alors, à toi, Geneviève. Oui, en fait, tu sais, la recherche qu'on a ou les données de recherche qu'on a par rapport à l'expérience des parents d'origine est quand même limitée. Puis ça, c'est au Québec, mais aussi ailleurs. Je dirais que pour toutes sortes de raisons, en fait, souvent aussi parce que c'est pas nécessairement facile de les rejoindre. Donc, on a moins de connaissances là, au niveau de ce type d'expérience. C'est souvent des études plus qualitatives aussi, donc davantage avec des petits échantillons. Donc, c'est de l'information qui reste pertinente et intéressante, mais tu sais, qu'on peut pas nécessairement généraliser en fait à l'ensemble de ce groupe-là. J'ai quand même trouvé une étude qui a été faite au Canada, ben, en fait en Ontario, euh, au début des années 2000, où on avait, un peu comme ici, en fait, sondé la population par rapport à leur perception en ce qui concerne les parents biologiques. Puis on voit qu'il y avait quand même là aussi je vais dire une forte acceptation, ou en tout cas acceptabilité sociale par rapport au fait de considérer que c'était quand même bien vu, si on veut, là, tu sais, que dans certaines circonstances, tu sais, qu'un parent d'origine puisse confier son enfant à l'adoption. Fait que ce sondage-là, par exemple, notait que à 65%, on considérait acceptable justement qu'une mère puisse confier son enfant à l'adoption. Puis quand il y avait certaines questions qui décortiquaient un peu plus, là, donc à 77%, on considérait que confier son enfant en adoption, c'était un geste responsable, par exemple. À 78% aussi, on considérait que quand une mère choisit de confier son enfant en adoption, ben en fait, elle le, elle le fait dans un geste de prendre soin de son enfant, de lui donner peut-être un avenir meilleur. Puis à 71% aussi, on considérait que c'était un geste altruiste de confier son enfant en adoption. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine Cohérence. oui, Ouais, c'est ça, oui, oui, avec les résultats que tu nous présentes aujourd'hui par rapport à la absolument. situation au Québec. Absolument. Et c'est vrai, un petit énoncé qui a été rajouté cette année, pour lequel on n'a pas de comparable, c'est les retrouvailles entre les personnes adoptées et leurs parents biologiques devraient être facilitées par les organismes gouvernementaux. 62% sont d'accord avec cela. Puis, on se rappelle un petit peu plus tôt que 86% de la population était d'avis que les personnes adoptées avaient droit à avoir accès à leur origine. Donc, 86% on croit qu'ils ont droit d'avoir accès à leur origine et 62% croient que ça devrait être facilité par les organismes gouvernementaux. Geneviève, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être juste brièvement pour dire que c'est ça. Pour ce qui est des études au Québec, on en a un tout petit peu là. J'ai en fait une collègue et moi, on a commencé à s'intéresser un petit peu à la question des retrouvailles pour les personnes adoptées. Euh,
c'est des études, encore une fois, qualitatives, par contre, là, qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr que ça nous donne pas nécessairement une idée de l'ampleur de l'expérience pour l'ensemble de la population, mais c'est certain que euh, par rapport à l'expérience que les gens ont avec le fait de passer par les organismes gouvernementaux, donc pour faire des retrouvailles, euh, je dirais que l'expérience est partagée. C'est sûr que il y a eu quand même énormément de changements dans les dernières années parce que la législation a beaucoup ouvert en fait l'accès aux origines pour les personnes adoptées. Et donc, nécessairement, il y a eu aussi beaucoup de demandes de la part des personnes adoptées notamment. Euh, et donc, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que il y a quand même par rapport à certains éléments, il y a quand même une certaine satisfaction par rapport à ces services-là, parce que de pouvoir être accompagné dans ces circonstances-là, c'est quand même important. Mm. Mais on voit aussi que les personnes adoptées n'utilisent pas que les services officiels, vont utiliser aussi d'autres moyens, les réseaux sociaux par exemple, les tests ADN, et souvent c'est par une combinaison de ces différents moyens-là, en fait, que les personnes adoptées finissent par trouver réponse à plusieurs de leurs questions. Donc, c'est quand même intéressant aussi là, de savoir que les il n'y a pas Une qu'un voix. chemin nécessairement, oui, c'est ça. Puis que c'est souvent par la combinaison de plusieurs stratégies là, qui vont trouver satisfaction dans cette quête-là. Et maintenant, la dernière portion du questionnaire ou de l'étude, comme je le disais, qui est nouvelle de 2025, c'est l'adoption et l'actualité. Dans un premier temps, on a questionné les répondants à savoir si l'adoption doit être priorisée par rapport aux autres projets de vie comme la tutelle ou le placement en famille d'accueil jusqu'à la majorité, lorsqu'un enfant placé en DPJ ne peut pas retourner vivre avec ses parents d'origine. Et là, je suis désolée, il faut que je vous tasse. 63% des répondants croient que l'adoption devrait être priorisée. Ensuite, la deuxième question d'actualité qui a été posée, c'est qu'on voulait savoir si la population était d'accord avec la décision du gouvernement de suspendre temporairement les démarches d'adoption internationale pour réviser les pratiques en matière d'adoption internationale pour mieux protéger les droits des enfants puis prévenir les risques liées à la traite ou à certaines irrégularités et 42% se sont dit favorables de suspendre les démarches d'adoption internationale de façon temporaire. Geneviève, je En fait, je te, vais te laisser poursuivre avec la je fais prochaine, les puis quatre? à OK, la toute fin, parfait, je vais parfait. plutôt inviter Marie à À nous amener. commenter. Oui, c'est ça. Super. Ensuite, nous leur avons demandé si dans le contexte où les configurations familiales sont multiples et changeantes, s'il serait bénéfique dans certaines situations qu'un parent puisse avoir plus de deux parents reconnus légalement. Et ici, il y a 36% des répondants qui ont été en mesure de se positionner favorablement. Donc, et je sais qu'il y a une proportion, puis je ne l'ai pas écrit ici, mais il y a de l'ordre d'une vingtaine de pourcents de gens qui n'ont pas été en mesure de se prononcer là-dessus. Aussi, le recours à l'adoption risque de diminuer considérant l'accès grandissant à d'autres méthodes pour devenir parent, comme les mères porteuses et le don de gamètes. Ici, une personne sur quatre s'est positionnée favorable à dire que le recours à l'adoption risquerait de diminuer. Super. En fait, je pense que ce serait donc le moment d'inviter Marie
à se joindre à nous. Je vais laisser Marie-Claude la faire apparaître magiquement à l'écran. Est-ce que j'apparais? Oui. Bonjour Vous me Marie. voyez? Bonjour tout le monde. C'est parce que moi, normalement, je veux pas me voir, donc je me vois pas. Merci tout le monde. Merci. On peut intervenir. Il nous reste quelques minutes. Euh, je tiens à saluer toutes les gens qui ont écouté la présentation. C'était intéressant. Je tiens à dire que on a repris un questionnaire qu'on avait fait il y a 5 ans et il a été piloté avec Maryse aux communications, Marie-Claude, Caroline à l'époque, les gens qui étaient au cocon à l'époque et Geneviève. Et c'est Observateur qui a fait les 2 fois. Et je pense qu'on est allé dans les phrasés préjugés. Est-ce qu'un enfant est mieux, pas mieux? Et c'est ça qu'on essaie de monitorer, d'évaluer et de maintenir. Je salue la Fondation Chagnon qui nous permet de payer ces recherches-là parce que un sondage populationnel, c'est de savoir dans quelle société on œuvre. Est-ce qu'on est dans une société ouverte à l'adoption, comme on peut le penser quand on peut dire j'en suis. Le deuxième, on vous le cachera pas, Geneviève, en entrée de jeu, a expliqué que depuis 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a noté la venue du poste de DPD, de la DPJ des DPJ avec Mme Hill. Il y a eu, mais j'ose noter ça, c'était positif. J'ose dire qu'il y a aussi le rapport de la CDPDJ en Mauricie. Il y a eu la levée du moratoire. Donc, la dernière année avait été, et on était inquiets. Alors, on est retourné vers un nouveau sondage pour évaluer, voir si la perception qui avait été évaluée comme étant positive, là, 5 ans, restait positive. Donc, on était heureux de voir les résultats quand on les a vus. Ça nous permet de continuer à croire que il reste beaucoup de choses à faire. Bien entendu, les membres du cocon ne font pas l'adoption. C'est les gens du système qui la font, l'adoption. C'est ceux qui travaillent au jour le jour avec les familles, avec les parents biologiques et les parents d'origine, avec les services d'adoption. C'est vous, ni plus ni moins, celles et ceux qui sont à l'écran à l'heure actuelle qui le font. Mais sous le cocon adoption, d'asseoir l'ensemble des organismes qui travaillent de près dans la représentation et la défense des droits pour les adoptés, les adoptants. À tout le moins, les parents d'origine, pas encore, mais on y travaille. Il y a des gens ici qui peuvent se retrouver. Moi, je regarde la liste des participants aujourd'hui. Parce que je crois qu'il nous faut développer ensemble une culture de l'adoption positive. Et je voyais quelqu'un qui a écrit à toutes les générations, l'adoption représentée, en plus que c'est un tout petit nombre à chaque année d'enfants pour qui il faut planifier un parcours de vie alternatif. Que ce soit des parents eux-mêmes qui le décident, des personnes qui sont enceintes et qui eux-mêmes font le choix de cette décision-là, ou que ce soit pensé par un système étatique qui doit le faire. Euh, je pense que c'est quand on va travailler tout le monde ensemble et on va comprendre la complexité et l'adoption v'là 30 ans, l'adoption v'là 50 ans, l'adoption d'aujourd'hui, l'adoption internationale, l'adoption nationale, l'adoption. On a tendance à voir les différences. J'essaie de regarder où est le tronc commun. J'essaie de regarder est-ce qu'il y a des troncs communs. J'essaie de permettre, le travail du cocon, c'est d'essayer de permettre à chacun d'exprimer et de voir est-ce qu'on peut trouver des voies de passage. On travaille avec les gens du système pour... J'ai hâte de voir la trajectoire de service. Il y a des gens qui sont si je regarde, est-ce qu'ils sont encore là? Il y a des gens qui nous disent les orientations ministérielles s'en viennent, la trajectoire de service s'en vient. Euh, et pour moi, qui est un père et pour, ça veut dire quoi tout ça? Comment ça va améliorer? J'ai hâte de la voir, j'ai hâte d'y travailler avec vous. Les gens du Cocon Adoption ont hâte d'être interpellés, de la voir se déployer, de pouvoir la moduler avec le temps, parce que des adoptions bien faites, bien gérées, tout au long de ce long parcours-là. Vous le savez, je suis de celle qui dit que l'adoption, c'est un long parcours. Heureusement, c'est un long processus. Ça permet à tout le monde de se repositionner, de réfléchir. Mais voilà, je voulais donc dire que
Merci à l'équipe qui a travaillé sur ce sondage-là. Merci Geneviève, merci Isabelle d'avoir mis votre intelligence, votre posture de donner, c'est nécessaire. Merci aux gens du système de continuer à croire qu'on a une société qui est ouverte. Puis merci de tolérer et de reconnaître que le par et le pour a sa place dans cet écosystème-là et que c'est quand tout le monde ensemble, on s'entend, on s'écoute, qu'on peut le travailler ensemble. Il est dit dans le sondage, vous allez recevoir, il y a des gens qui ne savent pas, ils se reconnaissent qu'ils ne connaissent pas. 36% disent qu'il y a peu de gens qui connaissent vraiment l'adoption. Euh, donc, il y a du chemin au niveau des communications, de partage d'informations, de circulation des bonnes pratiques. On a un rôle, le cocon a un rôle pour faire rayonner l'adoption. Le sondage va être disponible. Je ne sais pas si c'est dans mes picots. Alors, j'ai le droit de vous le dire. Le sondage offre une base solide qui va nous servir pendant les prochaines années à revenir, nous réancrer dans notre certitude qu'on a du travail à faire. Euh, Puis voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. Merci aux partenaires. Si vous avez des questions, c'est Joanne qui monitore les questions. Alors, je me tais et vous pouvez diriger vos questions à Isabelle, à Geneviève ou à moi quand c'est un peu plus politique, mais vous pouvez les mettre dans le chat. On va répondre ceux qu'on n'a pas répondu, j'imagine, on va vous revenir. On vous revient aussi, pendant que je vous ai, on vous revient aussi pour travailler le forum de l'an prochain, pour travailler. On a beaucoup de choses encore à faire, puis on a besoin de vous parce que vous nous aidez à faire mieux. Merci. Merci, merci Marie. Donc effectivement, on a peut-être une vingtaine de minutes devant nous là pour des questions. Il y a déjà quelques questions là, qui ont été posées dans le chat, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là, qui vous viennent, vous pouvez les écrire, puis on va pouvoir y répondre. Peut-être, Marie-Claude, si tu peux aussi faire apparaître Joanne pour qu'on puisse regarder les questions qui sont dans le chat. Je pense que Joanne s'en vient, oui. Joanne, tu peux ouvrir ton Oui, micro. allô. Allô? Donc, effectivement, il y a quelques questions qui ont été posées et au courant de la présentation, je crois bien qu'il y a eu des réponses. Donc, il y a aussi des commentaires. Euh, Par exemple, Claire-Marie Gagnon qui dit que dans les années 90, 1990, début 2000, le Québec était reconnu comme étant l'État qui adoptait le plus au monde par rapport à sa population en pourcentage. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à ce commentaire-là. Oui, ben effectivement, il y a eu beaucoup d'adoptions internationales, en fait. Quand on regarde les chiffres, là, dans les années 90, début 2000, il y avait énormément de, tu sais, je pense qu'il y a des années où on était là à 900 et même proche de 1000 enfants là, qui rentraient au Québec par année. Donc, effectivement, c'était de très fortes proportions à l'époque. Puis, pour avoir aussi travaillé avec un démographe français là, pour comparer la France et le Québec, c'était une un des constats qu'on faisait, que proportionnellement dans nos populations, effectivement, le Québec avait adopté beaucoup plus d'enfants à l'international là, dans ces années-là. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre question de la part de Ginette. Donc, je vais lire la question, puis vous allez pouvoir y répondre. Donc, à toutes les générations, l'adoption a représenté un bon nombre de cas. Donc, l'épisode des filles mères, donc 1845-1975, a été dramatique pour ces jeunes femmes. Je suis de l'ancienne cohorte de l'adoption et je crois que la perception de la population est relative selon les décennies. Donc, il faudrait le préciser. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à ce commentaire slash question. Je sais pas. En fait, peut-être un élément, moi, de réponse que je peux apporter, puis Isabelle, tu pourras compléter si tu veux, mais euh, il y a quand, tu sais, les sondages qu'on fait comme ça dans la population sont intéressants parce que ça nous donne une perspective plus large. Les, 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 les conditions dans lesquelles l'observateur aussi fait ce type de sondage-là font en sorte que c'est des gens qui sont considérés comme étant représentatifs de la population. Donc, c'est pour ça que ça nous permet aussi d'extrapoler un petit peu là, sur, même si c'est 1000 répondants, ben,
on extrapole quand même par rapport à la population en général, mais en contrepartie, un un des écueils, si on veut, là, par rapport à ce type de données-là, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas dans la tête des gens quand ils répondent à la question, hein. Donc, nécessairement, c'est possible effectivement que par rapport à certaines questions, peut-être même en fonction des groupes d'âge aussi, que les gens se réfèrent davantage à un type d'adoption ou un autre. Là. Tu sais, Marie l'a mentionné tantôt, on sait qu'il y a des enjeux différents en fonction des adoptions du passé, les adoptions internationales, les adoptions maintenant en protection de la jeunesse. Donc, c'est sûr que ça reste difficile là, de savoir qu'est-ce que les gens avaient en tête quand ils répondaient à chacun des énoncés là, que Isabelle nous a présentés. On peut voir aussi dans le sondage qu'il y a un écart, un petit écart dans la force ou la faiblesse de certaines perceptions. Puis on dirait que les jeunes se positionnent toujours en ayant une plus grande sensibilité sur la personne qu'on souhaite caractériser. Donc, c'est comme ça en 2025. C'était comment il y a 10 ans? Est-ce que c'est le propre de 2025 ou c'est la jeunesse, justement, qui apporte cette différence-là? C'est vrai que ce serait intéressant de fouiller davantage. Je me permettrais de dire que c'est là la complexité aussi, même au sein du cocon, mouvement retrouvailles qui s'occupe des adoptions, notamment du passé. Aujourd'hui, les retrouvailles de 14-18, on est Joanne qui est à l'hybridé, l'adoption internationale, elle dit OK, mais on va s'ouvrir probablement aux jeunes. Fait qu'on est constamment en train de. Il n'y a pas l'adoption. Et c'est complexe, on est obligé de faire des choix. Même le mot rendre disponible au jour d'aujourd'hui, 5 ans plus tard, je vois cette question-là, puis je fais comme, oh, mon Dieu, je pense que j'utiliserai plus ce libellé-là. Mais fait que c'est d'une complexité, on est dans des cas, un tout petit nombre de cas à chaque année, mais en même temps, c'est 50% de la population qui est touchée de relativement près. Fait que c'est à la fois ce tabou-là, c'est plein de complexité. C'est pour ça qu'on y travaille. Parce que sinon, les affaires faciles, c'est plate, on ne travaille pas là-dessus. Fait que c'est ce que je vous répondrais. Super, merci beaucoup. Donc, il y a aussi une question de la part de Leslie Hill. Puis j'avoue que j'ai oublié quand est-ce qu'elle a posé cette question-là spécifiquement, mais avons-nous le détail du reste des répondants? Donc, un moment donné, les résultats étaient que 42% sont pour, mais j'ai oublié c'est pour quel énoncé. C'est Euh, par rapport à l'appui concernant là, le le moratoire. moratoire en adoption Voilà, internationale. voilà. Et 42%. donc, Leslie Hill demande, est-ce que ça veut dire qu'il y a 58% qui sont contre ou est-ce qu'il y a des indécis ou des personnes qui n'ont pas répondu à la question? Bref. Je vais vous le dire directement par rapport au moratoire. Alors ici, 42% sont favorables. Il y a 8% qui ont préféré s'abstenir et il y a 23% qui ont répondu être ni en accord ni en désaccord. Donc, ça nous fait 27% qui ne sont pas qui ne sont pas en accord avec oui, Avec l'énoncé. 27% qui ne sont pas en accord avec l'énoncé. Avec le sondage, à Excellent. ce que je cherche, avec le rapport, ils vont avoir le détail. Tous Là, tu as les, fait un résumé. OK. Alors, oui, je voulais juste m'assurer que tout le monde va avoir l'ensemble du détail. Donc, ces questions plus fines-là, moi, j'entendais quand on pose la question, les 18% qui sont soit des adoptés, des adoptants ou des parents d'origine, ça pourrait être le fun d'aller chercher cette analyse-là. Vous l'avez faite pour une question, ça veut dire qu'on serait capable de le faire pour toutes les questions. pour le On croisement, oui, c'est dans un tableau en annexe aussi, le OK. croisement, pour faire ressortir les résultats. Par- Donc, je pose devant tout le monde des questions que vous pouvez dire, Marie, tu aurais pu poser des questions avant, là.
Est-ce que j'ai le droit de poser la question, de dire, ça veut dire que est-ce qu'on pourrait aller chercher le 1% des parents d'origine? Il y en a des parents d'origine, il y a eu 1,1% cette année dans le sondage Ouais. de cette. Est-ce qu'on serait capable d'identifier, on n'a pas l'individu heureusement, mais on serait capable de voir comment eux autres se sont. C'est que la catégorie devient très, très fine. Pour elle en particulier, c'est une personne. OK. Donc, dans ce cas-là, on pourrait pas le faire. C'est pour ça aussi qu'on procède à des regroupements, c'est-à-dire Ok. qu'on additionne des catégories similaires pour pouvoir les croiser plus facilement. OK. J'arrête de poser mes questions. Super, merci beaucoup. Donc, on a plutôt un commentaire ici de la part d'Audrey-Anne. Donc, j'aime me dire que ces points de vue peuvent être très intéressants d'être réévalués d'ici 5 ans, donc après l'implantation et la réelle mise en application de la loi 2, donc modifiant le Code civil et ouvrant sur les origines des personnes adoptées. Nous savons que nos demandeurs peuvent dorénavant contacter de nombreuses personnes dont la fratrie maintenant. Donc, de plus en plus de gens seront touchés de près ou de loin par ces phénomènes. Je ne sais pas si vous voulez me répondre à ce commentaire-là. Vous avez d'autres points, éléments à apporter. Donc, à refaire dans 5 ans, Marie. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a une autre question ici. C'est une question pour le cocon. Donc, que pensez-vous de la décision des DPJ de vouloir placer très rapidement en famille adoptive, laissant la gestion de risque sur les épaules des adoptants avec les données du sondage? Je vous dirais que la question mérite d'être posée. Je vous dirais que vous posez la question au cocon, puis un cocon, c'est une organisation. Donc, je me permets de dire que malheureusement, c'est juste Marie Simard qui va répondre. Avant d'avoir une décision, on est en train de vivre juste une lettre ouverte, puis on voit que c'est très complexe. Vous me posez la question, je vais me permettre de répondre. Le programme Banque Mixte a été mis en place dans les années 90 parce que le système de l'époque réalisait qu'il y avait des enfants qui avaient un haut risque d'être confiés en adoption et il y avait des gens qui étaient volontaires pour l'adoption et acceptaient de vivre ce risque-là. J'aime à croire que l'essence de cette volonté-là d'inventer un système au Québec qui s'appelle Banque Mixte est valable, est loin d'être simple, loin d'être facile, mais il mérite d'être valorisé, il mérite d'être soutenu, il mérite d'être évalué, il mérite d'être observé. Euh, c'est tout ça. Donc, si vous me posez la question, euh, je, personnellement, je ne peux pas vous parler au nom du Cocon. Le Cocon, c'est une organisation, ça pense malheureusement pas. Vous parlez à celle qui le coordonne, celle qui le défend, celle qui le mobilise, celle qui s'arrange pour le financer. Alors, je vais me permettre de parler en mon nom personnel. Je considère que c'est un modèle qui est magnifique. Il permet de stabiliser des enfants. Il faut toutefois que les parents qui sont évalués Banque Mixte soient soutenus. Il faut qu'ils soient entre parents Banque Mixte. J'ose parler au système-là. Vous avez des gens qui ont du pouvoir ici. Alors moi, j'aimerais que les parents Banque Mixte se retrouvent épaulés par d'autres banques mixtes, par des vieilles banques mixtes, par des nouvelles banques mixtes, le par et le pour qui on est. Donc, que l'on soit dirigé vers une association qui nous épaule. Le risque, il nous est répété quand on se fait évaluer Banque Mixte, on se le fait répéter au moins 42 fois. Puis, moi, dans mon temps, je me suis pas fait dire trop souvent, mais il paraît que les parents Banque Mixte se font dire, ah, tu sais, faites attention, ça se peut que. Moi, je vous dirais, moi, faites pas ça. Mais bon, ça, c'est moi. Fait qu'on va demander à Geneviève de faire des recherches, on va demander à Joanne de faire des recherches, on va demander à des chercheurs de continuer à chercher, on va demander de se faire des événements où on se parle et on s'écoute. Mais moi, je crois que le risque, il y a des gens qui sont capables de le vivre, le risque. Il y a des gens qui sont capables de confier leur enfant en adoption. Il y a des gens qui sont capables de. Tout ça existe. Parlons-en.
évaluons, puis parlons-nous. C'est tout. Merci beaucoup, Marie. Donc, on a une autre question de la part de Reine Bobot. Donc, pouvez-vous repréciser la question exacte qui a été posée sur le moratoire et à qui? À qui, en fait, la question a été posée au sondage, c'est-à-dire aux répondants de l'étude. Et je vais relire la question ici. En novembre 2024, le gouvernement du Québec a suspendu temporairement la possibilité d'adopter des enfants nés à l'étranger. Cette décision vise à réévaluer les pratiques en matière d'adoption internationale afin de mieux protéger les droits des enfants et de prévenir les risques liés à la traite ou à certaines irrégularités. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette décision du gouvernement de suspendre temporairement les démarches d'adoption internationale? Merci. Effectivement, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions ou des commentaires. En parlant de commentaires, il y a quand même Leslie Hill qui dit bravo pour le sondage, surtout du fait qu'on peut voir l'évolution dans le temps. C'est vraiment intéressant et les résultats sont plutôt positifs, plus qu'elle aurait pensé. Donc, elle nous souhaite une bonne journée. Donc, voilà. Puis, Merci. l'équipe de communication va rendre accessible le PDF qui a été fait par l'équipe de l'Observateur. Merci infiniment, Geneviève, Isabelle. Merci à Marie, ceux que vous voyez pas à l'écran. Merci, Joanne. Vous avez été, puis merci à ceux qui nous ont écoutés. On part de là, on va faire des communications, bien entendu. On va essayer d'utiliser ce sondage-là. On va être opportuniste, vous nous connaissez. Mais voilà, je pense qu'on est quand même dans un bout. On peut pas faire dire n'importe quoi à un sondage. On est dans un Québec qui aujourd'hui voit l'adoption comme quelque chose de positif. Assurons-nous que ce soit toujours ainsi et qu'on y travaille bien en mettant l'intelligence collective au service de ces tout petits pour qui il faut envisager un parcours de vie alternatif. Peut-être un dernier, je pense que Joanne faisait exprès justement de le garder pour la fin. Là, il y a un dernier commentaire qui était mis, je sais pas si tu l'as vu, Joanne, mais de la part de Ginette là, qui mentionne qu'elle a créé une page Facebook par rapport à l'épisode des filles mères, justement, là, pour expliquer aux personnes qui la consultent là, un peu toute l'histoire derrière ça, la stigmatisation, les traumatismes, les conséquences vécues. Donc, c'est dans le chat. Normalement, je pense que tout le monde avait accès au chat aussi, là, donc les gens pourront aller cliquer puis voir cette page-là aussi, là, parce qu'effectivement, même si c'est même si c'est une époque qui est d'une certaine façon révolue, mais il reste qu'il y a encore des séquelles par rapport à cet épisode-là aussi de l'histoire du Québec. Là. Donc, c'est important que les gens, qu'il y a un devoir de mémoire, je pense, là, par rapport à ce qui a été vécu à cette époque-là. Absolument. Merci tout le monde, puis merci de continuer à marcher avec nous, puis merci à tous les gens qui étaient là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'alliés dans cette liste-là. On a besoin d'être ensemble et de travailler ensemble, puis de s'écouter et de se parler, de se dire les vraies choses. Merci à des chercheurs. Il y en avait aussi dans la liste. Merci à tout le monde. Au plaisir.